Salut, j'espère que vous allez bien. On se rejoint aujourd'hui pour un livre que j'ai eu un tout petit peu avant sa sortie puisque les éditions du Cerf m'ont fait l'amitié de me l'envoyer et je les en remercie. Donc ce livre, c'est un livre de Fathia Agag Boudjala, les Nostalgériades, donc Nostalgie, Algérie et Jérémiade. Donc c'est un livre qui fait suite à deux autres livres qu'elle a écrits. Donc c'était deux essais qu'on a chroniqués sur la chaîne. Donc je te mettrai les liens en description pour que tu ailles voir. C'était Le Grand Détournement et Combattre le voilement. Voilà, donc deux livres, deux essais qui m'avaient beaucoup plu, qui étaient extrêmement rigoureux sur des sujets compliqués, sur des sujets polémiques, mais qui sont traités avec sérieux, rigueur et avec beaucoup d'intelligence. Donc je te laisse aller les voir. Du coup, la barre était assez haute pour ce livre-là et je vais te dire ce qu'il en est tout de suite après. Avant ça, je voudrais te présenter du coup Fathia Agag Boudjala. C'est une professeure, elle est également essayiste, comme je viens de te le dire, puisqu'elle a écrit des essais. Elle est également militante laïque, elle a été distinguée par une association qui s'appelle le Comité République Laïcité en 2019. Et elle est très engagée sur les réseaux sociaux également, où elle défend la laïcité, et une laïcité un petit peu particulière, comme on va le voir, ou peut-être pas si particulière que ça. Allez, on est parti, cette fois, pour le livre. Alors le but de la vidéo va pas être de faire une liste exhaustive de tous les points qui sont abordés par l'auteur dans ce livre, puisque le but est que vous alliez vous-même lire ce livre, parce que c'est vraiment un livre qui vaut le coup. Voilà, spoiler alert, je vous le dis, c'est un livre qui vaut le coup et que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, pourquoi je l'ai beaucoup aimé? Eh bien, c'est pour des points qui ont été développés, qui m'ont particulièrement parlé, qui m'ont particulièrement touché pour certains, puisque ce livre, en fait, est plus un récit qu'un essai par rapport aux autres livres qu'elle a écrits. C'est-à-dire que dans ce livre, en fait, Fathia Agag Boudjala va beaucoup parler d'où elle vient en termes de milieu social. Elle va nous parler également de ses origines, elle va nous parler également de son contexte familial. Donc elle va se livrer un petit peu, mais on n'est pas dans une autobiographie ou dans un récit, je veux dire dans un témoignage en fait. Fathia Agag Boudjala ne fait pas seulement que raconter son histoire, elle nous en présente également l'analyse. Donc elle nous présente son histoire, mais c'est fait avec beaucoup de pudeur, elle ne dévoile que les points qui sont intéressants et importants pour les sujets qui sont traités dans le livre. Et c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup parlé pour cela, et je pense qu'elle aurait dû le faire avant, parce que c'est vraiment un livre voilà, qui nous explique d'où elle parle et pourquoi du coup elle a les positions qu'elle a, puisque certains ont parfois un petit peu du mal à comprendre les positions qui sont les siennes, puisqu'elle se réclame, elle le redit dans ce livre, elle se réclame d'un féminisme universaliste, elle se réclame de l'universalisme, elle se réclame de la laïcité dans sa compréhension française. Et si elle le fait, eh bien c'est parce que cette république, cette laïcité et ce féminisme français, contrairement à ce que beaucoup voudraient nous dire, eh bien lui ont donné les armes et les outils pour devenir la personne qu'elle est et pour s'affranchir et s'émanciper de sa condition, de ses conditions de départ, ce qui est le grand rêve français et ce qui m'a particulièrement parlé, puisque je suis également d'accord avec elle sur ces points-là, sur ces sujets-là, et exactement pour les mêmes raisons. Même si moi j'ai le visage blanc et que je m'appelle Blanche-Neige, eh bien je viens des quartiers populaires et j'ai dû m'affranchir de mon milieu, et j'ai dû m'affranchir de ma condition et j'ai dû la critiquer. Fathia Agag Boudjala nous montre dans ce livre que c'est également ce qu'elle fait. Elle ne critique pas pour être tout simplement dans une critique bête et imbécile ou pour faire plaisir aux gens. Elle critique parce qu'elle sait que c'est de cette manière qu'elle s'est affranchie de sa condition, et c'est ce qu'elle souhaite pour les gens qui sont encore dans son milieu, pour les jeunes qui arrivent, qui sont dans les quartiers populaires. Elle souhaite que ces enfants-là s'émancipent, qu'ils prennent leur destin en main, et c'est ce qu'on voit dans ce livre-là, c'est ce qu'on lit, elle nous donne des solutions très concrètes en fait dans ce livre, pour justement que les jeunes de quartier puissent s'en sortir beaucoup plus simplement, beaucoup plus facilement, puisqu'il ne faudrait pas tomber dans le piège de ceux qui pensent que dans les quartiers, les gens des quartiers ne s'en sortent absolument jamais. C'est faux, il y en a beaucoup qui s'en sortent déjà, mais on est capable de faire mieux, et on a toutes les solutions qui sont expliquées dans ce livre-là. Alors au premier chapitre, eh bien le chapitre s'appelle « Dis-leur d'où tu parles ». Donc du coup, eh bien elle nous explique d'où elle parle. Donc elle nous fait savoir que, eh bien, elle a grandi dans une famille nombreuse. Elle nous fait savoir également qu'elle est originaire d'Algérie.
Elle nous fait savoir également que, eh bien, elle a une histoire particulière avec son papa, qui les a abandonnés en Algérie pour les raisons que je vous laisserai découvrir dans le livre. Elle raconte également que, eh bien, il y a eu des anecdotes quand elle est allée en Algérie qui ont été assez, comment dire, douloureuses pour elle, dans le sens où c'est pas tellement la violence, c'est la compréhension rétroactive, j'imagine. Qui ont semé des graines en fait dans sa tête, comme cette fois où elle raconte où elle est allée en Algérie jouer, donc elle était dehors, elle voulait jouer avec ses frères comme elle le faisait en France, hein, j'imagine. Sauf que ses frères lui ont dit attends, mais là on n'est pas du tout en France, tu vas rentrer parce que voilà, ici on fait pas comme ça. Et en fait, elle est rentrée et elle s'est dit, oui, c'est vrai, ici, on n'est pas en France. Et c'est peut-être, en fait, ce genre d'anecdote, si on peut appeler ça une anecdote, mais c'est ce genre, en tout cas, d'actions qui lui ont fait prendre en compte et comprendre qu'il y a un patriarcat arabo-musulman qui est extrêmement coercitif et qui est très très prégnant dans les sociétés maghrébines. Et ça c'est quelque chose de très important parce que eh bien les gens quand ils émigrent, alors ça c'est moi qui le dis, hein, c'est moi qui extrapole, c'est pas écrit dans le livre, mais forcément ces gens quand ils viennent d'Algérie, les immigrés, eh bien ils perdent pas cette, ils sont porteurs en fait, ils ont incorporé ce patriarcat oriental arabo-musulman. Et ce patriarcat, en fait, ne disparaît pas à la frontière. Forcément, il se retrouve dans nos quartiers français. Et elle part justement de cette Algérie-là pour nous faire comprendre qu'elle a compris qu'il y avait un patriarcat blanc et occidental et qu'il y avait également un patriarcat arabo-musulman. Et que ces deux patriarcats ne sont pas les mêmes dans la forme et qu'ils ne sont pas non plus pratiqués sur le même niveau. Donc elle nous dit d'où elle parle. Ensuite, elle nous fait un chapitre qui s'appelle « Au bled, ça ne coûte rien ». Et donc dans ce chapitre-là, elle va beaucoup nous parler de la relation fantasmée qu'ont les enfants d'immigrés ou les personnes qui ont des origines au Maghreb. Eh bien cette relation fantasmée qu'ils ont au bled. Et elle nous explique le pourquoi du comment, tout simplement. Elle nous dit par exemple, alors je vais pas tout vous dire, hein, je vous donne quelques exemples, mais elle nous dit que eh bien quand ils vont au bled, c'est seulement pendant les vacances, c'est-à-dire ce moment où tout le monde est content là-bas au bled, c'est-à-dire ce moment où tout le monde les attend comme français, puisque la monnaie française est beaucoup plus forte. Alors là c'est l'euro, mais même avant le franc français était beaucoup plus fort que la monnaie algérienne. Du coup quand on arrive là-bas, eh bien on a l'impression d'être riche, et du coup les gens qui vous accueillent avec voilà cette préhension-là. Vous êtes le français qui a de l'argent. C'est un a priori, un présupposé, mais qui a un sens. Et donc du coup, eh bien la personne qui vit en France et qui va seulement pendant les vacances au bled, eh bien elle voit tout le monde qui sourit, elle voit aussi ses parents qui sont plus à l'aise dans leur pays d'origine que en France. Elle voit aussi la maison que souvent les immigrés financent au pays alors qu'ils vivent dans des appartes miteux en France. Et ça c'est pareil, c'est un angle qui m'a beaucoup intéressé, bien que j'étais déjà au courant, mais le fait de le verbaliser c'est intéressant, c'est qu'elle nous dit que souvent on a des gens à gauche, elle prend comme exemple le syndicat Sud, mais voilà, souvent de toute façon les gens à gauche disent voilà, les immigrés, les musulmans, vous êtes discriminés au niveau de l'habitat, sans jamais prendre en compte qu'il y a aussi d'autres paramètres. Un paramètre important, c'est l'arbitrage en fait que font les parents quant à leur budget, c'est-à-dire qu'ils préfèrent être dans des appartements qui ne sont pas chers en France pour pouvoir financer une maison au bled. Et c'est vrai que eh bien, les enfants d'immigrés ont tendance à un petit peu rejeter l'amertume de vivre dans des quartiers ou dans des cités sur la France et de ne pas voir que leurs parents ont aussi fait un choix à ce niveau-là et qu'ils ont choisi de vivre dans une zone prioritaire ou dans un quartier difficile plutôt que d'aller peut-être prendre un appart moins grand dans un meilleur quartier, ou peut-être prendre un autre appart plus cher dans un meilleur quartier et de ne pas financer une maison au bled par exemple. Elle nous parle également d'autres anecdotes, comme par exemple un de ses élèves qui pensait que l'eau était gratuite en Algérie et du coup ben voilà, ça ferait du bled un endroit qui est où il fait meilleur vivre qu'en France. Voilà, elle nous parle de tout un tas de petites anecdotes comme ça qui montrent que les gamins en fait ne connaissent pas du tout le bled. Elle a appris par exemple à un de ses élèves ou une de ses élèves, je me souviens plus, mais qu'il y avait parfois de la neige en hiver en Algérie. Elle n'était pas au courant.
Voilà, donc c'est des enfants en fait qui ont dans leur tête une idée fantasmée du bled et qui n'arrivent pas à s'enraciner en France, tout simplement parce que, eh bien déjà, on a des gauchistes blancs qui les assignent à identité, ne serait-ce que dans leur regard, ne serait-ce que dans la manière dont ils décrivent également ces immigrés qui ne devraient pas ressembler aux Français puisqu'ils sont exogènes et ils doivent le rester. La gauche pense pouvoir détenir l'AOP ou l'AOC musulmans ou immigrés, c'est-à-dire que c'est eux qui tracent les lignes et qui expliquent en fait comment doit être un immigré et comment doit être un musulman ou une bonne musulmane. C'est eux qui savent. Et du coup, ils assignent les gamins à identité et du coup, eh bien, ils ont du mal à s'enraciner en France. D'autant plus que souvent, la France est réduite par ces mêmes personnes à un tas de services. C'est-à-dire, c'est des guichets, la France. C'est comment dire, c'est les allocations familiales, c'est la sécurité sociale, c'est les papiers, c'est un peu plus d'argent. C'est voilà, c'est tout un tas de services. Mais en fait, on n'apprend pas à ces enfants, même à l'école, à aimer la France, à l'aimer de par son histoire, à l'aimer de par voilà où on en est au niveau social aujourd'hui. Eh bien, c'est le fruit d'une longue lutte sociale. C'est pas que la France est meilleure que le bled, ou c'est pas que la France est supérieure à l'Algérie. C'est tout simplement qu'il y a une histoire qui est différente, qu'il faut connaître et comprendre, et qui permettrait à ces enfants d'aimer la France et de s'enraciner dans ce pays et de se sentir beaucoup plus français qu'ils ne peuvent se sentir là déjà parce qu'ils sont français au final, mais ils ne s'autorisent pas à être heureux en France. Par un conflit de loyauté aussi par rapport aux parents, puisque eh bien ils voudraient paraître de bons Algériens, voilà, pour peut-être parfois essayer de redorer un petit peu le blason de leurs parents, qui ont cette faille narcissique d'avoir dû partir du bled pour avoir une vie meilleure en France. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris les passages dont nous parle Madame Agag Boudjala dans ce livre-là. Elle nous parle également dans ce livre, en prenant pour exemple une anecdote qui est arrivée à son frère, elle nous parle des travailleurs confessionnels, c'est-à-dire on a des médecins islamiques, aujourd'hui on peut le voir, c'est pas expliqué dans le livre, mais on a des psychologues islamiques, on a des médecins islamiques, on a des coiffeurs islamiques, enfin bref, tout est décliné pour que eh bien vous restiez enfermés dans votre communauté, et cette connivence de communauté eh bien n'est pas bonne, elle n'est pas bonne pour les gens eux-mêmes, puisque pour les musulmans eux-mêmes, je veux dire, parce que eh bien vous n'allez pas vous comporter pareil devant quelqu'un qui fait partie de votre communauté, vous allez vouloir montrer une belle image de vous, vous allez aussi vouloir vous montrer plus musulman que vous ne l'êtes habituellement, vous allez vouloir donner des gages de votre bonne manière de pratiquer l'islam, c'est ce que Fathia Agag Boudjala appelle le surmusulman dans ce livre, où elle explique ce phénomène qui fait que eh bien on a toujours envie de montrer à tout le monde qu'on est un bon musulman. Donc c'est la surenchère dans la pratique, c'est la surenchère en tout cas dans l'apparence, et le fait aussi d'aller voir des commerçants ou des médecins communautaires ne nous met pas complètement à l'aise quand on est musulman, puisque eh bien il s'agit de quelqu'un qui fait partie de la communauté. Et puis au-delà de ça, ça crée une communauté complètement artificielle, puisque eh bien en disant voilà, en parlant de Dieu ou en demandant à quelqu'un s'il est musulman ou pas, eh bien on crée une communauté artificielle, et c'est pas forcément ce qu'il y a de bon dans ce pays, parce que on est censé ne reconnaître que les citoyens français. Quelle est ta confession, quelle est ta religion, quelle est ta communauté ne devrait pas être une question en France. Elle nous parle aussi de cette société où aujourd'hui il faut être victime de tout et tout le temps, et où c'est la surenchère de victimisation, où la subjectivité est plus importante que l'objectivité, où voilà, on écoute beaucoup le ressenti. En tout cas, on écoute le ressenti, nous dit Fathia Agag Boudjala, quand il rentre dans le narratif, puisque ce sont les bourgeois blancs de gauche qui contrôlent le narratif. Voilà, donc ils vont aider ces pauvres petits sauvages. Il ne faut pas qu'ils s'émancipent, il faut qu'ils restent bien distincts, et il faut qu'on puisse bien les reconnaître au premier coup d'œil. Alors c'est pas exactement ce qui est écrit dans le livre, mais c'est le sentiment que j'en tire, c'est-à-dire que à la lumière de ce qui est écrit dans le livre, je comprends qu'en fait la gauche essaye de fabriquer des musulmans AOC, comme je l'ai dit tout à l'heure, et des gens en fait qui ne s'intègrent pas, ne s'assimilent pas, et si jamais on leur demande de s'assimiler ou d'être autre chose que des pauvres petites victimes qu'ils doivent rester à vie, eh bien dans ce cas-là, les bourgeois blancs de gauche, eh bien s'énervent et ne sont plus d'accord, puisque un immigré et un musulman doit rester une victime à vie. C'est comme ça qu'ils les aiment, et c'est comme ça qu'ils aiment les aider, les sauver de leur bon cœur, de leur grand cœur et de leur grande tolérance. Eh bien, Fathia Agag Boudjala
combat cette victimisation, combat cette posture victimaire dans laquelle on essaye d'assigner les immigrés pour qu'ils n'en bougent pas, parce qu'il y a là un véritable racisme qui vise à faire de l'autre une altérité complètement fabriquée et à le laisser à sa place d'altérité et à même contrôler ce qu'il doit être et à contrôler la manière dont il va s'émanciper et à en être même les garants, alors que on sait très bien, on connaît tous cette phrase-là, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache et elle se prend. Et c'est aux immigrés eux-mêmes, nous fait comprendre Madame Agag Boudjala dans ce livre, c'est à eux-mêmes de se saisir des armes d'émancipation que contient ce pays pour pouvoir s'émanciper et s'émanciper de leurs propres conditions, plutôt que d'attendre après des bourgeois blancs qu'ils les libèrent, qu'ils les chouchoutent et qu'ils puissent voilà, contrôler le narratif et contrôler le degré d'émancipation de chacun de ces immigrés. Et Fatia Agag Boudjala va nous parler également dans ce livre de cette vague MeToo. Cette vague, en fait, qui a été une formidable occasion de délier les langues et pour beaucoup de femmes de parler, eh bien, en fait, on a interdit aux femmes non blanches d'avoir ce MeToo-là. Alors dans le livre, elle nous montre que, eh bien, ces féministes, ces bourgeoises blanches, en fait, vont jusqu'à dénoncer le patriarcat blanc quand il est jusqu'à dans la grammaire, en fait, jusqu'à dans les livres, jusqu'à dans les mots. Et elles sont très promptes à dénoncer le patriarcat quand il est blanc, quand il est occidental. Par contre, elles ne dénoncent jamais le patriarcat arabo-musulman, parce qu'il serait, lui, culturel. C'est-à-dire que eh bien, il y aurait des personnes qui seraient faites pour, vous comprenez, c'est leur culture, il y a des gens qui sont faits pour être asservis, il y a des gens qui sont faits pour subir le patriarcat, il y a des gens qui sont faits pour ça, mais surtout pas nous, les bourgeoises blanches. Ce qui est bon pour nous, les bourgeoises blanches, n'est pas bon pour ces petits indigènes, pour ces musulmanes, etc., puisque, eh bien, il faudrait en fait que les luttes contre le patriarcat soient modérées par la culture et la religion qu'ont les nouveaux immigrés, et en l'occurrence la culture arabo-musulmane et l'islam. Et elle pointe cette hypocrisie-là dans le livre, puisque quand on prétend combattre le patriarcat, on le combat absolument partout. On combat pas le patriarcat à géométrie variable. Et c'est pourtant ce que font ces féministes bourgeoises blanches en France. Et c'est très dommageable pour l'émancipation de toutes ces femmes qui viennent dans notre pays, ou alors qui sont de 2, 3 ou 4e génération et qui décident d'adopter un islam plus orthodoxe et plus rigoriste que l'islam de leurs parents, et qui du coup vont s'enfermer en fait dans des pratiques orthodoxes comme le port du voile, qui sont des pratiques antiféministes, mais couvertes de bienveillance par ces bourgeoises blanches féministes, eh bien parce que ce serait leur culture à elles. Ces mêmes personnes, en fait, alors c'est pas tout à fait les mêmes, mais en tout cas c'est le même courant de pensée qui, dans les années 90, nous rappelle ce livre. Ces gauchistes, dans les années 90, ont aussi défendu la dépénalisation de l'excision pour les mêmes raisons, parce que ce serait leur culture. C'est-à-dire qu'il y a une excision qui n'est pas bonne pour les bourgeoises blanches, mais il y a une excision qui est tolérable, c'est celle pour, vous savez, ces musulmans, ces immigrés, là, ces petits sauvages. Donc voilà, c'est un petit peu toute cette hypocrisie qui est dénoncée dans ce livre. Alors je voudrais te faire lecture d'un passage du livre, en fait, où Fatia Agag Boudjala cite la féministe algérienne Wassila Tamzali, parce que je trouve que ça illustre bien le propos que je viens de tenir sur les bourgeoises blanches féministes françaises. Alors, comment et où pouvons-nous trouver le droit d'être des hommes et des femmes libres, sinon dans leur résistance à notre culture, à nos traditions religieuses quand elles sont contraires à ces principes? À quoi ont-ils eux-mêmes arraché ces droits, sinon à leurs églises, leur religion, leur culture et leurs traditions? J'ai beaucoup aimé le passage aussi où Fatia Agag Boudjala nous parle en fait de ces immigrés ou de ces personnes d'origine immigrée à qui on interdit de se revendiquer en fait de l'universalisme ou de la République française. Ces gens qui sont sommés de rentrer dans le narratif victimaire qu'ont fabriqué pour eux les bourgeoises féministes blanches et les intellectuels gauchistes et autres sociologistes de gauche, eh bien il faut que vous soyez un bon immigré, une bonne victime, que vous ne cherchiez pas à vous émanciper comme les Blancs, et vous n'aurez pas de problème.
et que vous revendiquiez votre identitarisme, votre particularisme et votre couleur ou votre religion pour dire à quel point la méchante France vous discrimine, comme quoi elle vous handicape, elle vous donne pas toutes les libertés, il y a de l'islamophobie, etc., etc. Il faut rester là-dedans. Si vous vous revendiquez de l'universalisme, des droits français, alors là, vous avez envie de vous émanciper réellement, et du coup, les gauchistes ne contrôlent plus le narratif, et du coup, là, ils sont plus d'accord, et ils essayent de vous ostraciser. C'est ce qui se passe souvent pour Fathia Agagboudjala, à qui on a refusé des débats parce que soi-disant elle serait impolie et pas capable de tenir un débat, alors que je la crois, moi en tout cas, pour la suivre, je la crois capable de tenir des débats beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus sérieux que bien des gens qu'on écoute à la télé régulièrement. Donc voilà, elle nous parle de tout cet aspect-là, et je vais te faire d'ailleurs je vais te lire une petite citation qui résume bien ce passage-là du livre. Cher CSA, chers médias progressistes, représenter la diversité, ce n'est pas inviter un noir ou un arabe face à un blanc. C'est inviter sur le même plateau un noir de gauche et un noir de droite, un arabe indigéniste et un arabe républicain. Il faudrait se rappeler que le fait d'être républicain, le fait d'être universaliste, en fait, ce n'est pas assigné à des considérations colorimétriques, c'est ce que nous rappelle très bien ce livre, ce sont simplement des opinions politiques et elles doivent être vues comme telles. Vous pouvez avoir des blancs, et d'ailleurs il y en a beaucoup, des blancs qui sont indigénistes, et vous pouvez avoir des enfants d'immigrés ou des gens qui ont des origines ailleurs qu'en France, et en l'occurrence au Maghreb, et qui sont de parfaits républicains et qui sont de parfaits universalistes. Et on ne voit pas cette représentativité, on ne voit pas cette diversité d'opinions à la télé, parce que la vraie diversité, elle est là. Un très très bon livre. L'impression générale que j'ai eue de ce livre, eh bien, c'est que Fathia Agagboudjala se livre un petit peu. Je ressens en elle cette même irritation et cette même pas rage, mais voilà cette force, cette puissance de vie qu'on trouve chez les gens qui ont lutté, chez les gens qui ont beaucoup lutté dans leur vie pour s'en sortir par eux-mêmes, pour s'en sortir et s'émanciper par eux-mêmes, par l'intellect, par la connaissance, par le courage, par le travail. Elle le raconte aussi dans son livre. Et ça, c'est quelque chose qui me parle parce que j'ai dû moi-même avoir la même critique qu'elle a sur les quartiers, la même critique des comportements des gens des quartiers pour pouvoir m'émanciper moi-même et pour pouvoir proposer des chemins d'émancipation à ceux qui me sont proches et qui viennent de ces milieux-là. Et c'est ce que je comprends à la lumière de ce livre, c'est que Fathia Agagboudjala cherche réellement à ce que les gens des quartiers s'émancipent, mais s'émancipent d'eux-mêmes par leurs propres moyens, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont forts, parce qu'ils en sont capables, mais parce qu'ils doivent aussi s'enraciner dans ce pays, parce qu'ils doivent aimer ce pays, et parce que rien ne peut se faire sans eux et sans leur consentement. Voilà, et sans cette envie d'être heureux dans ce pays qui nous est commun et qui s'appelle la France. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et un nouveau livre. Ciao, salut.